Christian, vous connaissez la question du coup. Christian, vous connaissez la question. L'innovation de rupture dans la peinture, quel enseignement pour 600 chefs d'entreprise? Merci Thierry de ces quelques mots et de votre accueil. Je ne parlerai qu'avec des images. C'est plus facile ensuite. Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous souhaiteront récupérer ces images et je les laisserai bien volontiers à l'organisation du congrès pour vous. Ce que vous voyez ici est le détail d'un portrait de leader, car je pense, si vous voulez, que très clairement, la légitimité d'un leader réside dans sa capacité à déclencher et à accompagner de l'innovation. Une de ces légitimités, mais probablement une des plus importantes. J'ai choisi un portrait de femme, pour des raisons qui apparaîtront évidentes dans ce contexte. Et ce portrait, c'est un portrait d'Élisabeth Ier, à peu près 3 ans avant sa mort. Et je crois qu'il faut nous arrêter un instant sur les attributs. N'oublions pas qu'à l'époque, il y a peu de moyens de communication pour les leaders. Le portrait officiel est un instrument fondamental de cette communication. Inutile de vous dire que ce n'est pas le peintre qui choisit les attributs qui vont apparaître sur le portrait et qui vont d'une certaine manière renseigner le public sur la légitimité revendiquée par le leader. C'est le leader elle-même, c'est le leader lui-même qui impose au peintre son choix d'attributs. Et dans ce portrait d'Élisabeth Ier, portrait qui est jugé par la plupart des spécialistes, Roy Strong en particulier, comme le portrait ultime, celui où Élisabeth a résumé toute sa vision de son leadership, les 3 attributs de manière très étonnante sont des yeux, des oreilles et des bouches. Et au fond, je pense que là, Élisabeth est allée très loin dans la réflexion sur son leadership. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui n'en finit jamais de travailler sur elle-même ou sur lui-même. Et de travailler d'abord, peut-être et avant tout, ses yeux. Passer de voir à regarder, à développer une vision. Sur ses oreilles, passer d'entendre à écouter, à discerner. Sur sa bouche, passer du bavardage de la com à la sagesse de la communication, qui implique une sorte d'équilibre entre parole et silence. Et je pense que le travail des yeux est particulièrement important. Le leader n'est probablement pas celle ou celui qui constamment innove, mais c'est celle qui constamment invite les collaborateurs à innover, à prendre le risque de l'innovation. Et pour moi, si vous voulez, dans un portrait de femme, qui peut vous apparaître un peu étrange, mais c'est normal d'une certaine manière, d'un peintre contemporain, Frank Auerbach, qui est un ami de Francis Bacon et de Lucian Freud, qui ont composé avec lui ce qu'on appelle l'école de Londres, école qui s'est toujours refusée à l'abstraction parce que pour eux, le problème du corps et du visage n'était toujours pas résolu en peinture. Ce portrait de Frank Auerbach nous montre, si on y fait attention, et il vaudrait mieux le voir en réalité parce que vous sentez bien qu'il y a une épaisseur de la matière picturale, une épaisseur de la matière peinture qui fait partie de l'essence même du tableau. Au fond, il y a une sorte de magma pictural et de ce magma pictural, un visage est en train d'essayer d'émerger. Et au fond, c'est peut-être ça que veut faire le leader. Le leader veut faire émerger d'un magma humain et l'entreprise a continuellement à lutter contre le fait de n'être qu'un magma humain. Comme toutes les institutions, comme toutes les communautés. Le risque de toute institution, de toute communauté, c'est de se laisser aller à la dérive du magma au lieu d'être un groupe d'individualités qui, se sentant reconnus, veulent contribuer quelque chose d'unique, de personnel à la performance de cette communauté. Et c'est clair qu'une femme, un homme dans une communauté ne prendra le risque de son originalité, ne prendra le risque d'une contribution originale que si elle ou il se sent regardé par son leader. Le problème du regard, le problème des yeux, ce que les gens cherchent dans le regard de leur leader, c'est le sens de ce qu'ils font. Le leader détient la capacité de donner du sens. Et alors en particulier dans le cas de l'innovation,
Vous avez ici un travail, je ne sais pas très bien si on peut l'appeler un tableau, une sculpture, vous avez ici un travail d'Armand, un des pères du nouveau réalisme français avec Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'Armand a refait? Armand, un jour, a monté un piano à queue en haut d'un 5e étage, il l'a laissé tomber, il a ramassé les morceaux et il les a mis ensemble en appelant ça le Waterloo de Frédéric Chopin. Alors évidemment, la grande question, c'est ça. C'est qu'au fond, à un moment, il faut casser pour innover, ou il faut innover en cassant. Plus la communauté dans laquelle l'innovation surgit est structurée, plus elle est processée, et plus l'innovation va d'abord avoir un visage de destruction, de transgression, de subversion. Et il est clair qu'aucun collaborateur n'ira comme ça, joyeusement, la fleur au fusil, prendre le risque d'apparaître comme destructif, comme transgressif, comme subversif, si elle ou il n'a pas lu dans le regard de son leader une sorte de coup de coude amical et qui dit « Allez, vas-y, hein, prends le risque, casse un peu, on verra toujours après. Casse un peu et je suis là. » Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que le leader reste là, et pas que le leader, une fois qu'il y a eu de la casse, se défile en disant « Oh là là, bon, cul de démerde maintenant, voilà. » Bon. Et ça, c'est, je crois, très très important. N'oublions jamais, je le dis très rapidement, mais vous le savez bien mieux que moi, puisque vous êtes des gens d'entreprise, que l'entreprise, au départ, est toujours une intuition prophétique. Quelqu'un entend une question qui monte du monde, de la clientèle, et pense avoir une réponse à cette question. Ça ne fait pas encore une entreprise. Pour qu'il y ait entreprise, il faut qu'il puisse y avoir répétition de la solution, reproduction de la réponse. Et pour ça, il faut mettre en place des process qui sont des vecteurs d'énergie. Eh bien, je vous le dis, mais vous le savez déjà. Il est de la nature de tout process qui est un vecteur d'énergie de commencer un jour ou l'autre à confisquer une partie de l'énergie dont il est le vecteur pour assurer sa propre survie. Ainsi, si on y prend garde, et il est de la nature du leadership d'y prendre garde, l'entreprise ne sera plus servie par les process, elle sera au service de la conservation des process. Et à ce moment-là, vous le savez très bien, là aussi beaucoup mieux que moi, elle sera déjà morte. Le leader est un être complexe parce qu'il est à la fois le garant des process et en même temps celle ou celui qui doit être le plus vigilant, la plus vigilante sur éventuellement la cancérisation des process. D'où cet aspect de destruction qu'on retrouve aussi chez un des artistes contemporains les plus, probablement les plus regardés à l'heure actuelle, Banksy, qui vous dit quoi? Qui vous dit, ben, au fond, impressionnisme, à un moment, ça a été une insulte, parce que c'était perçu comme transgressif et subversif. Quand, en 1872, le brave Monet a fait Impression Soleil Levant, la critique a été tellement déstabilisée par Impression Soleil Levant qu'elle a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce tableau de merde? Impression, on pourrait les appeler impressionnistes, nuls comme ils sont. » Donc, impressionniste, au départ, est une insulte. Aujourd'hui, si vous êtes directeur de musée, si vous cherchez des sous, et en ce moment, croyez-moi, ils cherchent des sous, si vous faites une exposition impressionniste, 500 000 personnes. Si vous faites une exposition monographique Monet, 900 000 personnes. Alors que personne ne voulait de ces tableaux. Et ça, je crois que Thierry y a fait allusion tout à l'heure. Hein. L'innovation hétérodoxe d'hier devient la norme orthodoxe d'aujourd'hui. Et le grand danger de cette norme orthodoxe d'aujourd'hui, c'est qu'elle est peut-être en train de tuer l'innovation hétérodoxe d'aujourd'hui qui porterait effectivement l'avenir de l'entreprise ou l'avenir de la communauté entrepreneuriale. Et donc, quelque part, l'innovation, ça va toujours être un caddie, effectivement, de supermarché dans le bassin au nymphéa de Monet. C'est-à-dire qu'il faut, d'une certaine manière, remuer un peu le marigot. Et ça, personne n'aura le courage de le faire, personne n'aura le courage de le faire, si cette personne-là ne se sent pas regardée, mise en confiance, encouragée par la qualité du regard que le leader porte sur elle ou sur lui. Vous connaissez probablement comme moi ce tableau d'Édouard Manet qui s'appelle « Le balcon ». Combien de gens savent aujourd'hui que très probablement Édouard Manet n'aurait jamais peint le balcon s'il n'avait pas vu quelques mois auparavant au Prado à Madrid les Majas au balcon de Goya. Et alors, vous, évidemment, ça ne vous surprendra pas parce que vous êtes des spécialistes intelligents de l'innovation, mais moi qui n'en suis pas un, il y a là quelque chose de très frappant.
L'innovation, ce n'est pas simplement le surgissement du nouveau, c'est aussi le retour d'un ancien. Et je pense effectivement que l'innovation, ça consiste à se souvenir de quelque chose, alors que personne ne s'en souvient encore, et de quelque chose qui, avec des modifications bien sûr inévitables, pourrait encore être pertinent aujourd'hui et probablement pour un certain avenir. Si cela n'était pas vrai, il faudra que vous m'expliquiez pourquoi il y a tant de Fiat 500 et tant de Morris Mini-Miners dans les rues de Paris qui ont été décrites tout à l'heure par votre président régional, pourquoi il y a tant de ces voitures dans Paris aujourd'hui. Alors bien sûr, ce ne sont pas exactement les Fiat 500 il y a quelque temps, ni les Morris Mini-Miners mais ce qu'on voit, c'est que l'ancien peut servir de vecteur au nouveau, à condition qu'il ait effectivement, qu'il soit adapté. Regardons bien les deux tableaux que vous voyez là, et voici ce qu'en fait Russell Connor. Alors, encore une fois, je ne prends pas parti sur la valeur esthétique des exemples que je vous montre. Nous allons suspendre à l'instant le jugement de valeur, qu'est-ce que ça vaut, pour nous intéresser à comment c'est fait. Dans le séminaire Triumph qui est organisé par New York, la LSI et HSC, où j'interviens régulièrement, on m'a donné une intervention de 2 heures de conclusion dans laquelle j'explique l'innovation, ce n'est pas une question de quoi, l'innovation, c'est une question de comment. Et que quand on se pose la question d'abord de quoi, il est rare qu'on débouche finalement sur quoi que ce soit. Or, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons qu'au fond, l'innovation, elle vient d'un geste transgressif qui consiste à découper 2 icônes et à les rassembler d'une manière qui n'était pas prévue. C'est-à-dire que Russell Connor a pris la partie en bas à gauche de Manet, la partie en haut à droite de Goya, et il en a fait ça. Alors ça, c'est assez classique maintenant, alors, si on peut dire, depuis évidemment le pop. Là, vous avez très clairement quelqu'un qui s'appelle James Rosenquist, qui est un ami intime de Andy Warhol, et qui a réalisé, alors est-ce qu'on peut appeler ça un tableau? Probablement pas, une image, qui s'appelle « I love you with my Ford », je t'aime avec ma Ford. Et vous voyez bien que ce qui est intéressant, et ça c'est extrêmement important, je suis le chouchou d'un certain nombre de directeurs financiers. Parce que je dis toujours, quand on vient vous demander un budget innovation, commencez toujours par dire non. Parce que Michel-Ange a dit quelque part, l'innovation naît de la contrainte et meurt de la liberté. Et que les gens ont toujours assez avec le déjà là pour innover. Vous voyez ce que je veux dire? L'innovation, c'est une manière différente de regarder ou de traiter le déjà là. Il est très clair que quand Rosenquist a fait l'image que vous voyez ici, il avait déjà à sa disposition 3 autres images. De la publicité pour une Ford, avec en particulier la calandre. Dans la partie centrale, il avait n'importe quel roman photo dans lequel un monsieur est en train d'embrasser une dame dans le cou. Je suppose que personne ici n'a été comme moi, parce que je dois être probablement un des plus âgés, élevé à nous deux, intimité et confidence, mais en gros, quand même, si vous voulez, la partie centrale du Rosenquist, c'est quelque chose d'un peu comme ça. Hein. Et puis, si vous avez beaucoup séjourné en Angleterre et aux États-Unis, vous savez qu'il y a quand même des choses les plus horribles qu'on puisse manger, qui sont les spaghettis sucrés de Heinz. Et alors, c'est très curieux, parce que quand je fais ceci en séminaire interactif avec une vingtaine de personnes, pas comme ici, pratiquement 600, c'est très, très intéressant que confrontés à cette image, les gens hésite sur une seule des 3 images, c'est-à-dire celle du bas, la seule qui soit vraiment en couleur. Et les 3 interprétations qui apparaissent toujours, quel que soit le public, c'est des spaghettis à la sauce tomate, un hémisphère cérébral ou des vers. Ça, c'est très important. Gardez ça présent à l'esprit. Car évidemment, ce sont des spaghettis à la sauce tomate. Mais ils vont pouvoir servir à autre chose. Alors, ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est cette idée qu'au fond, qu'est-ce qui constitue Rosenquist? L'originalité du reste de Rosenquist, c'est pas du tout d'inventer des choses, mais c'est de découper, premier acte transgressif, on découpe des choses pour leur enlever leur intégrité et leur fixité de sens. Et ensuite, on les rassemble d'une manière qui n'était pas prévue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette idée qu'on attente à du déjà là,
et qu'on combine des éléments de déjà là auxquels on a attenté d'une manière qui n'était pas du tout prévue. En même temps, paradoxalement, l'innovation que vous avez sous les yeux est un grand classique de l'histoire de la peinture, puisqu'elle est exactement dirigée vers la même fonction que le tableau que vous voyez ici. Tableau dont les spécialistes d'histoire économique dans la salle ont immédiatement imaginé la date, puisqu'il y a une tulipe. Il s'agit de la première spéculation du monde proto-capitaliste dans les Provinces-Unies au début du XVIIe siècle, 1636-1637, la spéculation de la tulipe, tellement conne qu'on comprend que les gens se soient laissés prendre par les subprimes, tellement elles étaient complexes et intelligentes. Plus ça change, comme disait l'autre, et plus c'est la même chose. Le tableau est de Philippe de Champaigne, il est au musée de Tessé au Mans. Ne m'envoyez pas de carte postale pour me dire « je suis allé le voir au Mans », il n'est pratiquement jamais là, c'est l'œuvre la plus importante du musée de Tessé au Mans, et le musée de Tessé au Mans fait son budget en le prêtant dans le monde entier. Car qu'est-ce qui nous est dit ici? Si vous spéculez sur l'oignon de tulipe, qui est là, bien sûr, avec le temps, le sablier qui dit la vérité de toute chose, ben vous vous apercevrez que tout ça, c'est vent et poursuite du vent et mort. Et alors, si vous regardez le tableau attentivement, c'est extrêmement intelligent, puisque que ce soit sur le vase, ici, que ce soit sur le crâne, là, que ce soit sur le sablier, là, vous avez le reflet de la fenêtre qui vous dit la spéculation, c'est un enfermement à l'intérieur d'une dynamique qui fonctionne par auto-allumage. Il suffirait d'ouvrir les yeux sur le réel pour s'apercevoir que la spéculation est complètement séparée du réel. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'emballe de plus en plus vite et que le jour où on fera re-rentrer le réel dans cette, effectivement, dynamique spéculative, la dynamique spéculative s'effondrera d'elle-même. C'est ce qu'on appelle, vous savez, une nature morte de vanité, vent et poursuite du vent. Tout ce que nous possédons, nous ne l'emmènerons pas avec nous ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, si vous réfléchissez maintenant à notre Rosenquist, animé bien sûr largement par la réflexion de Herbert Marcuse sur l'homme unidimensionnel. L'homme est un être de désir qui a accepté que son désir se corrompe en besoin et que ce besoin s'est ensuite massifié et manipulé par la publicité. Qu'est-ce que vous avez ici? Les 3 B de l'homme de besoin moderne. La bagnole, la baise et la bouffe. Et là-dessus, effectivement, on comprend pourquoi les spaghettis se transformeront d'un seul coup en verre. Parce que s'il y avait effectivement chez notre ami Philippe de Champaigne un crâne de mort, Rosenquist, plus discret, s'est contenté de montrer qu'il y a un verre derrière chaque spaghetti que nous mangeons. Alors, ce mélange hétérodoxe est extraordinairement fécond. Si vous êtes passé par Paris autrement qu'en voiture, ce qui est mieux parce que, comme vous l'a dit votre président tout à l'heure régional, vous n'avez pas eu de problème de stationnement. Vous avez peut-être vu depuis 48 heures ces publicités qui fleurissent dans le métro de Paris, qui sont exactement la même recette que Rosenquist. Vous prenez Mao Tse-tung, vous lui attribuez une citation de Kennedy, Ich bin ein Berliner, et vous la faites signer de Gandhi, c'est-à-dire le bordel absolu. Et là, effectivement, vous fixez brutalement le regard. Alors vous me direz, il faut savoir qui est Mao Tse-tung, qui est Ich bin ein Berliner, et qui est Gandhi. Oui, bon, il faut toujours faire confiance aux gens, d'abord. Mais c'est vrai qu'on est là exactement dans le même système. Et j'adore celle-là. Le général, je vous ai compris, citation attribuée à François Mitterrand, le tout donné à Jacques Chirac qui apparaît sur la photo. C'est peut-être plus compréhensible que la première. Mais vous voyez, je ne sais pas qui a conçu cette campagne de publicité, mais cette campagne de publicité, son innovation fonctionne exactement comme le travail de Rosenquist. On prend du déjà là, on taille dedans, et on l'assemble d'une manière qui n'était absolument pas prévue par les sages, les importants, ceux qui pensent, etc. Et c'est ce qu'a fait Russell Connor avec, effectivement, d'un côté les Majas au balcon de Goya, de l'autre le balcon de Manet. Alors je crois qu'il faut dire, une fois pour toutes, que c'est un geste d'enfant. C'est-à-dire, Baudelaire, le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Et ça n'est pas un geste infantile, c'est un geste enfantin.
Probablement, beaucoup d'entre vous ont reconnu le tableau que vous avez devant les yeux en ce moment. C'est un autoportrait de Picasso à moins de 6 mois de sa mort. Et Picasso vous dit « Ce qui a continué à peindre en moi jusqu'au bout, c'est l'enfant. » C'est-à-dire, c'est la capacité de s'étonner devant le monde, et c'est la capacité de s'étonner devant la représentation que je peux faire du monde. Et vous voyez, quand vous regardez cet enfant qui est brossé avec... Là, il n'y a pas de repentir possible. C'est-à-dire que vous sentez qu'à la fin de sa vie, Picasso, parce qu'il a tellement travaillé, est quelqu'un qui a la sûreté absolue du geste, comme l'oreille absolue en musique. C'est-à-dire qu'il prend un pinceau vaguement, il le trempe dans 2, 3 couleurs maximum, et en 3 minutes, il vous a fait quelque chose qui restera. Mais il ne fait pas ça à 15 ans. Il fait ça, évidemment, à plus de 90 ans. Pas tout à fait la même chose. Mais c'est ça qui est absolument fabuleux. Au fond, on y reviendra sans arrêt, l'innovation la plus importante, c'est celle qui met en jeu le simple. Le simple est la seule chose véritablement difficile. Et regardez bien, quand Picasso vous fait ça, eh bien, il ne le sait peut-être pas lui-même, mais il se souvient. Il se souvient de la représentation de la poétesse Sappho sur les murs de Pompéi, juste avant l'éruption du Vésuve, aujourd'hui transférée au Musée national archéologique de Naples. Et vous voyez que la jeune femme qui pointe effectivement son stylet en se demandant ce qu'elle va écrire, c'est elle qui a dicté à Picasso ce geste magnifique du jeune peintre qui pointe effectivement son pinceau en se demandant « qu'est-ce que je vais peindre ?» Alors, Manet n'a pas été simplement, effectivement, quelqu'un qui a emprunté à Goya. C'est quelqu'un qui a suscité une lecture de son œuvre, que vous voyez maintenant. Et vous voyez, ça, c'est extraordinaire. René Magritte. Qu'est-ce qu'a fait Magritte? Magritte a simplement regardé, probablement plus intelligemment et plus longtemps, le tableau de Manet que nous. C'est-à-dire qu'il se dit, mais au fond, ce tableau qui nous représente des gens qui sont ensemble, si je traçais la trajectoire de leurs regards, je m'apercevrais que ces regards ne se croisent jamais. Or, ce sont des gens qui sont ensemble, dont le regard ne se croise pas. Donc ils ne sont pas ensemble, ils sont juxtaposés. S'ils sont juxtaposés les uns aux autres, sans communiquer les uns avec les autres, c'est comme s'ils étaient morts les uns pour les autres. Alors s'ils sont morts les uns pour les autres, vous dit Magritte, disons-le clairement. Et vous voyez, ça c'est très important. Magritte radicalise une intuition. Combien de gens dans l'entreprise ont des intuitions d'innovation qui ne sont jamais radicalisées parce que la qualité du regard qui est posé sur eux ne leur donne pas envie de radicaliser ou d'exprimer leur désir, de radicaliser leur intuition. J'ai souvent dit ailleurs et ici qu'au fond, peut-être, les gens qui seraient le plus à même de montrer comment on peut améliorer le geste le plus simple, c'est ceux qui le font. Et pourtant, parce qu'ils font le geste le plus simple, on ne leur demande jamais comment ils pourraient l'améliorer. Alors, portrait de Kandinsky, nous allons faire très rapide. Nous sommes fin 1909, à Murnau, dans les Alpes bavaroises, où Kandinsky, avec sa compagne Gabriele Multer et un couple ami, est en train de réfléchir à ce que c'est que peindre. Kandinsky nous raconte une histoire à propos d'un tableau qu'il n'a jamais nommé. Donc, j'ai choisi au hasard un tableau de 1909 à propos duquel l'histoire a pu se passer. J'ai toujours pensé que ce tableau représentait une annonciation. Tout à l'heure, nous reviendrons sur le problème de l'innovation par variation. Mais à mon avis, ici, il s'agit d'une annonciation avec, à gauche, la petite, devant sa maison, qui tire un voile pour se protéger des âneries, qui est en train de lui raconter l'espèce d'avatar de Batman. Une espèce de machin avec un grand cercle doré sur la tête et des ailes toutes rouges, l'archange Gabriel. Alors, cela dit, entre nous, c'est fabuleux. C'est quand même le récit le plus tarte de toute l'histoire des récits. Il y a une jeune fille dans une maison, dans un trou perdu qui s'appelle Nazareth, qui est en train de lire un bouquin qu'on appelle l'Ancien Testament. Arrive un mec avec des ailes qui lui dit « Tu vas être la mère de Dieu ». Elle comprend absolument rien à ce qu'il lui dit, mais elle lui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Fin du récit.
plus de 1250 annonciations différentes. Alors, n'allez pas me dire qu'il y a besoin d'un budget pour innover, hein, parce que le budget de l'annonciation est extrêmement réduit, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça a tenu exactement en 35 secondes. Hein. Et sur 35 secondes, des gens ont fait plus de 1250 images. Alors, bon, hein, vous voyez pourquoi, de manière un peu odieuse, je courtise les directeurs financiers. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de Kandinsky? Kandinsky nous dit, je rentre dans mon atelier un soir, après avoir peint toute la journée sur le motif avec Gabriele, Alex et Marianne, et tout d'un coup, en entrant dans mon atelier, je vois un tableau absolument superbe que je ne connaissais pas. Le tableau absolument superbe qu'il ne connaissait pas, c'est ça. Et vous voyez, la différence entre Kandinsky le génie et votre serviteur le nunuche, c'est que quand votre serviteur s'aperçoit qu'il a mal rangé quelque chose chez lui, il le prend et il le remet debout tout de suite. Et comme ça, le nunuche est rassuré. Kandinsky, lui, et c'est ça qui en fait un génie, va se dire, est-ce que ce hasard ne porte pas sens? Et vous voyez, la gestion du temps par Kandinsky, ça consiste à ne pas remettre en ordre les choses trop vite et par là de permettre au hasard de mûrir en opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous rappelle qu'il y a 4 vertus cardinales du héros, du leader: la justice, la force, la prudence et la tempérance. Je n'y reviendrai pas. Mais juste un petit mot sur la tempérance. La tempérance suppose non seulement la maîtrise de soi, mais elle suppose une véritable, intelligente gestion du temps. Kandinsky a su perdre du temps pour en gagner, c'est-à-dire qu'il n'a pas remis de l'ordre trop vite. Car la question était problématique. Depuis 1425-30, la Florence de Brunelleschi, dont nous a parlé à l'instant effectivement Thierry, et depuis la sortie d'un livre qui n'a pas été un best-seller, rassurez-vous, qui s'appelait Le De Pittura de Alberti, Léon Battista Alberti, l'idée c'était, venez à nous la peinture, nous vous donnerons l'illusion de la profondeur dans une surface plane. Et pendant à peu près 1435-1850, pendant 4 siècles, la peinture a vécu sur un argument de marketing qui était celui-là. Grâce à la maîtrise des lois de la perspective, vous aurez devant vous un espace plan, mais vous aurez l'impression que si vous le pouviez, vous pourriez rentrer dans cet espace et vous y promener. Cette vue de cité idéale, probablement due effectivement à Francesco di Giorgio Martini plutôt qu'à Piero della Francesca, à qui on l'a attribué longtemps, pour Frédéric de Montefeltre, le duc d'Urbain, cette vue est un parfait exemple de ce que j'essaie de vous dire. On se dit, si je pouvais enjamber le cadre, je pourrais aller me promener là parmi les maisons, tourner autour du bâtiment rond et effectivement emmener mes copains avec moi pour faire la visite. Alors ça, c'est très bien jusqu'en 1850. En 1850, ou à peu près, vous avez des femmes et des hommes, il y avait des femmes aussi, qui se cachent sous des draps noirs, ont devant eux ou devant elles un trépied. Sur ce trépied, une boîte avec des plaques en verre. Et voilà-t-il pas que quand les plaques en verre ressortent, elles sont plates, planes, mais quand on les regarde, on a l'impression de la profondeur. Ah, merde alors, disent les peintres. D'ailleurs, c'est ce que Gauguin dira à son ami Daniel de Montfred dans une lettre. Il lui dit, en parlant des photographes, « Vous verrez qu'un jour, leurs images auront des couleurs et qu'elles bougeront. » Sous-entendu, quand on en sera là, qu'est-ce qui restera pour la peinture? Et vous voyez, ça, c'est très important. Qu'est-ce que cherche un client? Il cherche ce qu'il pourrait trouver chez votre concurrent, plus quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Donc, si la peinture dit, au fond, les clients viennent chez moi parce qu'ils trouvent dans une surface plane la profondeur de la 3e dimension, si la photographie fait la même chose, là, ça ne va plus du tout. Surtout que la photographie, elle fait ça plus vite, moins cher et mieux que la peinture. Alors, quand un concurrent fait quelque chose que vous faites ou la même chose que vous, plus vite, moins cher et mieux, c'est effectivement, comme dirait Johnny, qu'il y a un problème. Et ça, c'est très, très important. Ça explique pourquoi, aujourd'hui, un certain nombre d'artistes contemporains, comme Gerhard Richter, un des plus grands artistes allemands aujourd'hui,
vous montre une image dont vous avez quand même le sentiment que est-elle bonne, est-elle méchante? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est de la photographie? C'est de la peinture. Mais de même que la photographie était allée manger la laine sur le dos de la peinture mange la laine sur le dos de la photographie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est une des sources d'innovation de la peinture aujourd'hui. Alors revenons à notre Kandinsky. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, c'est curieux, on est à un moment très difficile de l'histoire de la peinture, puisque la photographie est en train de nous voler notre argument principal de marketing. Mais en même temps, je rentre chez moi, dans mon atelier, je vois un tableau qui est à l'envers, donc qui ne représente rien. Il ne représente rien puisqu'il est à l'envers. Et quand même, je suis ému par lui. Par quoi est-ce que je suis ému? Par l'agencement des couleurs, par les lignes, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau ou une image qui ne représente rien et qui peut vous émouvoir par les couleurs et par le mouvement des lignes? C'est ce qu'on appelle l'abstrait. Et donc, en laissant le hasard mûrir en opportunité, Kandinsky va libérer la peinture de l'angoisse de la concurrence photographique en ouvrant à la peinture le domaine de l'abstraction, et à peu près plus de 100 ans après, ça va pas trop mal pour la peinture, merci. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand même absolument fondamental. Et alors, évidemment, on peut en venir jusque-là, hein, c'est-à-dire jusqu'à Jackson Pollock. Avant Pollock, le tableau était toujours sur le chevalet, et donc le tableau était une fenêtre ouverte sur le réel derrière le chevalet, que la toile était censée représenter, ou alors le tableau était un miroir dans lequel se reflétait le peintre. Et très souvent, un tableau, comme l'a dit l'autre, c'est-à-dire, je ne sais plus trop qui, mais peu importe, ça me reviendra, c'était un coin de nature vu à travers un tempérament. C'est-à-dire qu'un tableau est toujours à la fois fenêtre et miroir. Fenêtre sur un réel qui est représenté par la spécificité d'un regard. Là, Pollock a jeté tout ça par terre, il a mis sa toile sur le sol, autour de la toile, il a disposé des pots de peinture, dans les pots de peinture, il a mis des choses aussi peu picturales que possible, des manches à balai, des vieilles brosses, etc. Il a trempé dedans et il a commencé ce qu'on appelle le dripping, c'est-à-dire à faire gicler. Gicler au rythme de ses émotions. Alors, ce geste-là, c'est le même geste que celui du semeur. Est-ce que je vous fais le coup? Oui, je vous fais le coup, rapidement, rassurez-vous. Quand j'étais petit, c'était il y a très longtemps, juste avant la guerre avec les Esquimaux, j'ai fait une année de philo. Et dans mon année de philo, on était très préoccupé de Jean-Paul Sartre, on l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et mon vieux professeur de philo disait toujours, tant que vous n'aurez pas compris qu'avant l'existentialisme, l'essence précédait l'existence et que depuis l'existentialisme, l'existence précède l'essence, vous n'aurez rien compris. Et donc, je n'ai rien compris. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Pollock et où j'ai bien vu que l'existence du tableau précède l'essence de ce qu'on pourra en dire. Jusqu'à Pollock, l'essence du réel précédait l'existence de sa représentation. On jugeait l'existence du tableau à l'essence de l'objet ou de la personne qu'on représentait. Avec Pollock, qui jette tout sur la toile, s'il y a un sens, on le trouvera après l'acte. Et ça, pour l'innovation, c'est très, très, très important en entreprise ou dans n'importe quelle communauté. Si on cherche à trouver ce qu'on va faire avant d'avoir essayé de le faire, on ne le fera jamais. C'est-à-dire qu'il faut poser le geste et il faut faire confiance au geste pour produire quelque chose dont on ne comprendra qu'après que c'est ça qu'on cherchait. Et c'est là où, si les directeurs financiers m'adorent, j'ai un petit problème avec, effectivement, R&D, Research and Development, parce que, comme je dis toujours à mes amis de Research and Development, un peu partout dans de grosses entreprises qui font l'erreur de m'inviter, vous trouvez toujours ce que vous cherchez. L'innovation, c'est de se trouver ce qu'on ne savait même pas qu'on cherchait. Et ça, c'est fondamental. Il n'y a d'innovation que quand on trouve ce qu'on ne savait même pas qu'on cherchait, et qu'on le reconnaît une fois que c'est sorti, comme chez Pollock, évidemment. Et en même temps, j'ai envie de vous dire le contraire, en réfléchissant une seconde sur Henri Matisse, et sur une des grandes œuvres de Matisse,
qui se compose de 4 éléments. Premier élément, un Do. Deuxième élément, un autre Do, mais visiblement un tout petit peu moins affirmé dans sa différence que le Do précédent. Et puis un troisième Do. Et puis un quatrième Do. Et c'est là où je viens de faire une erreur. J'ai dit un Do, alors que ce que Matisse cherche, c'est le Do. Vous vous souvenez des process dont on a parlé tout à l'heure? L'entreprise part d'une intuition prophétique. Elle investit cette intuition prophétique dans des process qui sont des vecteurs d'énergie. Si par hasard on permet à des process qui ne portent plus sens de continuer à étouffer l'intuition prophétique mourra. Et donc à un moment ou à un autre, il faut simplifier. Et vous voyez, je suis sûr que vous y avez pensé. Moi, évidemment, non, parce que ce n'est pas mon métier, mais il m'a fallu Matisse pour comprendre que là où je pensais qu'innover, c'était ajouter, innover, c'est retrancher ou supprimer. Innover, c'est simplifier. Passer de un Do, parmi d'autres, à d'une certaine manière l'ADN du Do, à partir duquel on va pouvoir recréer d'autres Do. C'est-à-dire qu'on renonce à des Do déjà là, en revenant à l'ADN originel pour pouvoir produire les dos à venir. Et si les dos déjà là restaient trop présents, ils empêcheraient le surgissement des dos à venir. Et donc vous avez 2 gestes effectivement très caractéristiques. Un geste qui consiste à méthodiquement se débarrasser de tout ce qui encombre et qui empêche le retour du surgissement, et puis de l'autre, effectivement, ce surgissement qu'on n'interrompt pas par une censure a priori, mais on sort tout, et je crois qu'il est bon que dans les entreprises, de temps en temps, un certain nombre de gens puissent tout sortir, tout ce qu'ils n'osent pas dire, tout ce qu'ils n'osent pas suggérer, il faut que ça sorte, et ça n'est qu'une fois que ça sera sorti qu'on pourra mettre le doigt sur quelque chose en disant « voilà, c'est ça qu'on cherchait ». Et pour ça, évidemment, vous ne pouvez pas vivre comme si les gens étaient tous les mêmes. Cette photo de Diane Arbus représente quelque chose dont j'ai malheureusement, moi, été l'exemple typique et cruel. J'ai souvent confondu des étudiants. Et quand j'appelais Charlotte Martine, je voyais bien dans le regard de Charlotte, mais comment ce vieux con peut me confondre avec Martine, avec qui je n'ai rien de commun? Et vous voyez, notre œil est paresseux. Notre œil a tendance à vouloir reconnaître plutôt qu'à s'affronter au nouveau, à s'affronter à la différence. Et c'est clair que des collaborateurs qui se sentent évidemment confondus, même si on ne le leur dit pas, des collaborateurs qui se sentent confondus ou rangés dans une espèce d'anonymat général où tout le monde est à peu près tout le monde, ce n'est pas eux qui prendront le risque de contribuer quelque chose de radicalement original à l'entreprise. À l'instant, Thierry parlait de la Joconde. Très probablement, comme Thierry vous l'a dit, Léonard n'aurait certainement pas pensé à se présenter comme l'auteur de la Joconde. Il fallait faire des sous, il fallait trouver un job, et se présenter auprès des Sforza comme un ingénieur militaire brillant et innovant, c'était probablement bien préférable à être l'auteur de la Joconde. Cela dit, vous le savez, la Joconde a atteint un statut d'icône, et le moins qu'on puisse dire ici, c'est que l'icône connaît des ennuis, si je puis dire. Voilà. Ces ennuis lui ont été occasionnés par Jean-Michel Basquiat, que je vous remontre ici brièvement avant de revenir. Cela dit, j'étais, il y a quelques mois, invité dans un ministère pour parler d'innovation. Compte tenu du ministère, j'ai dit, écoutez, il paraît qu'il y a un problème de déficit public. Si on admet le sondage qui dit que 63% des gens qui rentrent dans le Louvre ne voient qu'un seul tableau, la Joconde, je ne vois pas très bien ce qu'on fait de cet encombrement de tableaux alors que les gens ne veulent voir que la Joconde. Donc si on vendait tous les tableaux du Louvre, et là j'ai senti comme un frisson, si on vendait tous les tableaux du Louvre, on peut éponger une grosse partie du déficit public. C'était dans une autre période de l'histoire de la vie politique française, car il n'y a rien de si proche qui n'apparaisse finalement comme une autre période. Parce que j'ai dit, écoutez, et puis là, on peut même aller plus loin. Une fois que le Louvre sera vide de tous les tableaux, on peut en faire des logements sociaux. C'est là où Cécile sera contente. Et là, j'ai compris que je ne serais pas réinvité. Et je n'ai pas été réinvité.
Cela dit, pour ceux d'entre vous qui connaissent Détroit ou Cleveland, des villes qui ont des déficits municipaux très importants, vous savez que Détroit et Cleveland envisagent de vendre une partie des tableaux de leurs musées municipaux pour effectivement faire face à. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au fond, ce que Jean-Michel Basquiat nous dit, c'est comment se libère-t-on des icônes? Et on se libère des icônes en prenant le risque du barbouillage. Ça, je crois que c'est très, très important. Quand quelqu'un dans une entreprise, ça, vous qui êtes des leaders, méfiez-vous quand on viendra vous dénoncer les transgresseurs, les barbouilleurs, les subversifs. Méfiez-vous et réjouissez-vous, vous avez trouvé vos innovants. Car il n'y a rien qui soit tant dénoncé par les non-innovants que l'innovation chez les autres. Donc si par hasard on vient vous dire « t'as vu une telle, elle transgresse, t'as vu un tel, il subvertit, t'as vu un tel, il barbouille », méfiez-vous. C'est peut-être en fait un innovant qui est en train d'être démoli par des non-innovants qui ne supportent pas son innovation, parce qu'évidemment, elle les renvoie à leur propre absence d'innovation. Donc, l'innovation apparaîtra toujours d'abord comme un barbouillage. Et il n'y a peut-être qu'un moyen d'échapper aux icônes, c'est de les faire critiquer par d'autres icônes. Parce que vous savez que la pulsion iconique, c'est terrible. Quand vous êtes devant une icône, qu'est-ce que vous faites? Vous adoptez une attitude extrêmement active. C'est beau. Pourquoi c'est beau? Parce que c'est beau. Et avec ce genre de raisonnement-là, évidemment, vous voyez que le geste innovant est relativement limité. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Basquiat? Il a pris la Joconde et il a dit, on va voir si on peut mélanger d'autres icônes pour faire des critiques d'icônes. Si c'est un billet d'$1, c'est forcément George Washington. George Washington qui apparaît sur tous les billets d'$1. Le seul problème, c'est que ni George Washington ni Mona Lisa ne sont barbus. Il nous faut donc une autre icône, non plus politique ni esthétique, mais une icône sacrée, El Gran Barbudo. Et puis après, évidemment, on a quand même l'icône de base, qui est l'icône esthétique, à savoir la Joconde, qui a déjà eu des pépins. Elle a déjà eu des pépins. C'est un nid à pépins, la Joconde. Si vous regardez à droite, vous voyez bien que Salvador Dali n'a jamais pensé qu'une seule chose, le monde n'est fait que pour servir de support à un autoportrait de Salvador Dali. Le monde n'existe que pour ça. Et puis de l'autre côté, vous avez Marcel Duchamp. Marcel Duchamp qui en a un peu marre d'entendre suggérer à longueur de journée que Léonard était gay. Il dit, écoutez, si c'est pas Mona Lisa, si c'est Mona Lisa, disons-le clairement. Petite moustache et petite barbiche. Mais on n'est pas sûr. Peut-être que c'est Mona Lisa. Comment on fait pour préserver l'ambiguïté? Ben, en dessous, on écrit quoi? Un L, un H, 2 O et un Q. Ce qui se lit en fait, L à chaud au Q. Et donc, ça reste Mona Lisa. Et vous voyez ça, c'est très important, parce que ça permet de ne pas s'enfermer dans l'icône. Ça nous permet de ne pas s'emprisonner dans l'icône. Et c'est quand même très important pour la raison suivante. Vous êtes bien sur mon Basquiat. Supposons un instant que George Washington soit un téléphone portable, que le Christ soit un accès à Internet et que Mona Lisa soit un appareil photo, alors ça, c'est un iPhone. Puisqu'en fait, Steve Jobs n'a rien inventé de nouveau, il avait 3 icônes à disposition, c'est-à-dire le téléphone portable, c'est-à-dire l'appareil photo, c'est-à-dire l'accès à Internet, et il a dit, on va désiloiser tout ça. C'est-à-dire, on va désiconiser tout ça. Et au lieu de dire, ah là là, mon téléphone portable, c'est mon téléphone portable, on va mettre les 3 choses dans la même coque, et on verra toujours ce que ça fera. Et vous voyez, c'est ce geste-là qui compte. C'est ce geste qui est essentiel. Des choses que l'on a toujours vues comme séparées, des choses qu'on a toujours vues comme isolées les unes par rapport aux autres, siloisées les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas besoin d'un appareil nouveau. Steve Jobs n'a pas inventé l'iPhone comme ça, hors du vide. Il a simplement regardé le déjà là et il a travaillé sur le déjà là, en imposant au déjà là des choses que tout le monde disait qu'on ne pouvait pas lui imposer. Et si vous réfléchissez, regardez, des tickets restaurants, une carte de crédit, eh ben ça vous fait ça. C'est-à-dire une carte de crédit qui fait des tickets restaurants. C'est rien.
Mais encore fallait-il que quelqu'un se dise, il y a les tickets restaurants d'un côté, il y a la carte de crédit de l'autre, on va peut-être essayer de mettre ça en place pour que ça soit plus rapide. Car il n'y a rien de plus chiant que de se promener avec les tickets restaurants, alors que la carte, quand même, c'est... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours le simple. Alors là, on peut y aller pendant des heures. Hein. Cette idée qu'au fond, l'innovation de rupture, les gens pourront toujours vous dire « Je ne suis pas armé pour faire de l'innovation de rupture ». Alors vous leur répondez « Mais par contre, tu es parfaitement armé pour faire de l'innovation incrémentielle ». C'est-à-dire que tu peux parfaitement faire bouger les choses de 2 cm tous les jours. Alors apparemment, ça ne bouge pas beaucoup, mais au bout des jours, on finira par avoir beaucoup bougé, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est très important. Et là, le regard du leader est fondamental. Ce regard du leader dans la vigilance, mais dans la vigilance exigeante et bienveillante, qui dit aux gens, allez, comment tu peux faire bouger les choses un peu, pas beaucoup. Et comment tu peux refaire bouger les choses alors que tu les as déjà fait bouger. Encore une fois, vigilance, exigence, bienveillance. Sans ces 3 qualités-là, il n'y aura pas d'innovation dans l'entreprise. Ça, c'est clair. Prenons par exemple notre bon vieux déjeuner sur l'herbe de Manet. La tempête. Ah, quel vieux cochon ce Manet qui nous fout des femmes à poil au milieu d'hommes habillés, c'est dégueulasse, la moralité est en cause, le monde est en train de s'effondrer, on ne devrait pas, madame, permettre à des gens comme ça que, pas étonnant que le temps se détraque avec tous les satellites, avec Manet, etc. Voilà. La michucratie. Bien. Et Manet s'amuse comme un petit fou. Parce qu'en fait, il vous dit, écoutez, vous n'êtes pas au courant. Mais à la Renaissance, ah, enfin, à la Renaissance, il y avait des peintres. C'est pas la merde dans laquelle on est maintenant avec les tableaux de Manet. Ben oui, mais à la Renaissance, il y avait un graveur qui s'appelait Marc-Antonio Raimondi, qui a conservé la trace de tout un tas de projets de tableaux qui n'ont jamais été réalisés par les grands maîtres. Par exemple, un jugement de Paris par Raphaël. Alors à gauche, vous avez Paris. Je vous le remontre brièvement, qui est là. Et en face de lui, il a les 3 déesses, c'est-à-dire évidemment Junon, Minerve et Vénus. Et il n'est pas fou. Quand on lui demande quelle est la plus belle, il ne va pas prendre la femme de Jupiter avec son pan toujours en colère et furieuse. Il ne va pas prendre Pallas Athéna qui normalement est casquée et porte une armure. Il va prendre évidemment celle qui est la plus jolie, c'est-à-dire Vénus. Ça, c'est clair. Ce qui va déclencher, vous le savez, la guerre de Troie. Mais, est-ce que je peux attirer votre attention 2 minutes sur la partie droite de la gravure de Marc-Antonio Raimondi? Ça vous rappelle rien, par hasard? À savoir que Manet a complètement, passez-moi l'expression, bézouillé les critiques. Ceux qui sont venus en disant « Ah là là, c'est dégueulasse, regardez, le moderne, c'est cochon, c'est épouvantable ». C'est pas du tout moderne. C'est la reprise exacte des postures de quelqu'un qui s'appelle Marc-Antonio Raimondi. Ah, Marc-Antonio Raimondi, le plus grand graveur du XVIe siècle. Rembrandt avait chez lui tous les grands maîtres italiens qu'il n'avait pas pu acheter sous la forme de gravure de Marc-Antonio Raimondi. Là, on est de chez des gens sérieux. Ben justement. Marc-Antonio Raimondi, c'est celui qui a fourni le modèle, effectivement, du déjeuner sur l'herbe. Alors, très probablement, il y a eu aussi un tout petit peu du concert champêtre. Vous savez, on n'a jamais su très bien. Ça dépend du directeur du Louvre. Si le directeur du Louvre est un partisan de Giorgione, le tableau est attribué à Giorgione. Si le directeur du Louvre est un partisan du Titien, le tableau est attribué au Titien. Tout simplement parce que, vous le savez, Giorgione a commis l'erreur, jeune, d'aller retrouver sa maîtresse pendant une épidémie de peste et d'en mourir. Et Titien, qui était son camarade d'atelier chez Giovanni Bellini, s'est introduit dans l'atelier de Giorgione pour essayer d'exorciser l'horreur de la mort de son ami le plus cher, et il a terminé de sa main un certain nombre des tableaux que Giorgione n'avait pas pu achever. Ce qui fait qu'on ne sait pas aujourd'hui la part exacte qui revient à Giorgione et à Titien. Mais c'est très clair que le concert champêtre, comme la gravure de Marc-Antonio Raimondi, le concert champêtre est au Louvre à l'heure actuelle, le concert champêtre, comme la gravure de Marc-Antonio Raimondi, ont servi de modèle à... Et vous voyez, ça continue. L'innovation, effectivement, incrémentielle, prendre du déjà là et ne pas être paralysé par lui dans une posture iconique. C'est beau parce que c'est beau. Mais travailler là-dessus, quand Picasso, qui a toujours organisé l'arrivée d'une nouvelle muse inspiratrice avant que la précédente soit partie, vaut mieux toujours avoir de fer au feu. Quand Picasso, avec l'âge, il est toujours un peu quand même ce genre de modèle par se gripper. Quand Picasso se retrouve sans muse, alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus d'inspiration,
Mais il faut faire travailler les mains pour que les mains soient à la disposition de l'inspiration quand elle reviendra. Alors il se retourne sur des vieux trucs, le déjeuner sur l'herbe, et il en fait ça. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Alors, vous voyez, quand les gens vous disent « j'ai pas les moyens d'innover », vous leur dites « Picasso, le déjeuner sur l'herbe ». Tu me fais pas chier. Vas-y, hein, fais légèrement bouger les choses, prends un modèle, prends du déjà là, et bidouille ton déjà là jusqu'à ce que ça fasse sortir quelque chose de nouveau. Et dans l'ordre du nouveau, en bonne philosophie ontologique, le nouveau, même tout petit, est sans commune mesure avec le rien. Et ça, c'est fondamental. Et la bienveillance est essentielle. La vigilance du leader, la bienveillance du leader est essentielle. Un collaborateur qui se risque avec une intention droite à faire bouger les choses pour améliorer la performance de la communauté entrepreneuriale, si ce collaborateur n'est pas regardé, s'il n'est pas reconnu, s'il n'est pas encouragé, on ne l'y reprendra pas deux fois. D'où l'importance de ce que j'ai toujours dit être le strabisme divergent heureux du leader. Le leader a un œil sur la mobilité du monde et un œil sur l'intérieur de sa boîte pour savoir si l'intérieur de sa boîte est capable d'assumer la mobilité du monde. Un leader qui ne regarderait que dedans ou qui ne regarderait que dehors, qui ferait du ou au lieu de faire du et, serait un leader mort. Ça, c'est clair. Et vous voyez, ça, c'est Picasso. Mais ça peut être, évidemment, Alain Jacquet. Hein? Ça, c'est quand même aussi, si ce n'est pas ça, le déjeuner sur l'herbe, qu'est-ce que c'est? C'est Yue Minjun, un peintre chinois contemporain. C'est Rip Hopkins, qui doit être probablement un peintre gay et qui subvertit l'ordre de l'érotique. C'est peut-être pas par hasard que ça se retrouve chez Yves Saint-Laurent. C'est peut-être pas par hasard que ça se retrouve chez Mickalene Thomas, effectivement une femme noire américaine, africaine-américaine, qui peint quelque chose qui est entre femmes, avec évidemment une présence de femmes noires importante, et qui n'existerait pas sans le déjeuner sur l'herbe. Effectivement, Alejandra Zapata. Hein. Et puis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, une couverture de The Economist que vous avez peut-être oubliée, mais qui vaut la peine d'être revue aujourd'hui. La plus frivole des élections à l'Occident, où effectivement François Hollande et Nicolas Sarkozy jouent le rôle des deux personnages habillés masculins vis-à-vis de cette personne qui se pose des questions et qui doit probablement être l'incarnation de la France, quelque part. J'aime beaucoup les tableaux de George Tucker. George Tucker est un peintre réaliste américain qui est mort il y a 2 ou 3 ans, et dont je pense que quand on les regarde attentivement, ils finissent par nous donner des leçons très importantes pour le management. Ici, très clairement, qu'est-ce que c'est qu'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui fait sauter les cloisons. C'est quelqu'un qui décloisonne. C'est quelqu'un qui fait circuler. Et l'innovation vient du décloisonnement. Elle vient de l'éclatement des cloisons. Elle vient de la circulation. Car je crois qu'aujourd'hui, et je terminerai par là, il y a 3 motifs pressants d'innovation. Le premier motif est probablement la mondialisation, c'est-à-dire le changement des cartes du monde. Quand vous regardez des cartes inspirées par Vidal-Lablache, grand géographe français du XIXe siècle, et qui sont les cartes sur lesquelles j'ai été élevé, moi, au primaire, l'Europe occupait la position centrale, et la Chine avait été soigneusement reléguée à la position périphérique ou marginale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, l'empire du milieu finit par retrouver le milieu. Ça fait des années que je dis qu'à force de ne pas faire l'Europe, on finira, chacun des pays européens, par être bouffé singulièrement et successivement. Depuis que nos amis italiens se sont réveillés avant-hier matin en s'apercevant que Pirelli avait été acheté par les Chinois. Mais ça n'est pas le premier, et ça ne sera pas le dernier, tant qu'on ne voudra pas comprendre que les États-nations du XIXe siècle n'ont pas la taille critique pour répondre aux défis de la mondialisation. Alors, en peinture, ça, par exemple, 2 estampes, ou une estampe à gauche et une peinture à droite qui reprend l'estampe.
Et ça, bien sûr, l'estampe, elle est non pas d'Hokusai, qui était très à la mode à Paris cet hiver, mais elle est de son l'autre grand membre de l'école de l'ukiyo-e, le monde flottant, fin 18e, début 19e, à Edo, c'est-à-dire à Tokyo, qui n'était pas encore la capitale réelle du Japon, mais qui en était déjà, qui n'était pas encore la capitale du Japon, mais qui était déjà la capitale réelle, alors que Kyoto était restée la capitale symbolique. Hiroshige à gauche, Vincent van Gogh à droite. Le tableau que vous voyez à droite, qui est d'évidence une méditation, copie, adaptation, réflexion sur l'estampe d'Hiroshige, est effectivement de Van Gogh. Et vous avez ici, bien sûr, à gauche Hiroshige, à droite Van Gogh. Quand Van Gogh a fait ses estampes japonaises, il en était où de sa création picturale? Il en était là, les mangeurs de pommes de terre. C'est-à-dire qu'il venait de passer quelques années dans le borinage, le bassin minier de la Wallonie. Il s'était mis au service des plus pauvres, les mineurs, pour exercer auprès d'eux un ministère religieux de pasteur pour lequel il n'avait pas réussi à obtenir la qualification théologique nécessaire normalement. Mais il était allé auprès d'eux. Et il a osé dire que ces gens-là étaient regardables. Il les a peints. Ces gens-là avaient la dignité, parce qu'ils étaient des hommes, d'être des sujets de peinture. Quand il est arrivé à Paris, parce qu'il n'avait plus un sou, et que la seule personne de la famille qui avait des sous, c'était évidemment sa mère, mais il ne voulait pas retourner auprès d'elle, il est donc allé auprès de son frère, Théo. Théo qui travaillait chez un marchand d'art parisien qui s'appelait la galerie Goupil. Vous avez en haut, à droite, le portrait de Théo par Vincent et à gauche, la devanture de la galerie Goupil où Vincent lui-même avait travaillé au début de sa carrière. Et Théo lui a dit, mon pauvre ami, si tu continues à faire ces trucs-là, alors là, on ne vendra jamais. Parce que nous, figure-toi qu'il y a un petit groupe de mecs qui est en train de conquérir tout le marché. On les appelle les impressionnistes. Il y a 6-7 ans, ils étaient considérés comme des merdes. C'est pour ça que impressionniste était une insulte. Mais alors maintenant, les gens ne veulent que ça. Dieu merci, nous, chez Goupil, on a vu venir le truc. C'est-à-dire qu'on a commencé à acheter massivement des impressionnistes. On n'est pas du rang Ruel, mais presque. On a commencé à acheter massivement des impressionnistes. En tout cas, moi, c'est très clair. Je te donne de l'argent si tu veux, mais je ne peux pas te donner de l'argent pour des tableaux comme ça. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes ta manière. Et alors, évidemment, à l'époque, il y avait à Paris un type très simple, qui était un marchand de couleurs, mais qui était passionné par les estampes japonaises. C'est-à-dire qu'à la fois, il vendait de la toile, du bois pour faire des cadres, des pinceaux, des liants, de l'essence thermale, tout ce que vous voudrez, tout le matériel à peindre, mais il faisait venir régulièrement du Japon des estampes japonaises et il les vendait. Ce personnage, c'est le père Tanguy. Le père Tanguy a fourni à Claude Monet l'ensemble de sa collection d'estampes japonaises, qui est aujourd'hui la seule chose authentique qu'il y ait à Giverny, la maison de Monet. À Giverny, vous n'avez que des copies de Monet, mais la seule chose qui soit authentique, et qui en plus soit bouleversante, parce que c'est Monet qui les a choisis et qui les a achetés et choisis, c'est effectivement sa collection d'estampes japonaises. Et vous voyez ici, il est au musée Rodin, le portrait de Tanguy par Vincent Van Gogh. Et vous voyez là que Vincent a compris la leçon que le père Tanguy lui a donnée. Le père Tanguy lui a dit « Copie des estampes japonaises, et tu verras qu'à force d'en copier, ça va changer ton style. » Et c'est ça qu'a fait Vincent Van Gogh, vous voyez. Dans un domaine de mondialisation, c'est extrêmement important. On a remplacé une esthétique locale par une autre esthétique locale pour parvenir à une sorte de synthèse capable d'attirer l'œil du client. Il a pratiqué beaucoup, Vincent. Une autre gravure, une autre estampe d'Hiroshige à gauche et la copie par Vincent à droite. Et finalement, en l'espace de 6 mois, voilà ce que ça a donné, la peinture de Vincent. Vous voyez, ça a quand même énormément changé par rapport aux mangeurs de pommes de terre. La même chose de l'autre côté. Un des grands problèmes de la peinture chinoise, c'est que c'est une peinture qui s'inscrit dans une tradition dont il n'est pas possible de dévier. Vous avez, j'espère que vous ne les voyez pas trop mal, 2 grands paysages chinois.
L'un, à gauche, est un paysage d'un peintre contemporain chinois très populaire parmi les milliardaires chinois qui s'appelle Li Keran, parce qu'il maintient la tradition du paysage chinois. Et à côté de ce paysage de Li Keran à gauche, vous avez un paysage de Fan Quan, qui est le génie de la peinture chinoise du XIe siècle, c'est-à-dire il y a 10 siècles. Ça vous laisse envisager à quel point la modification de la peinture chinoise ne peut s'inscrire que dans le respect et le, entre guillemets, perfectionnement d'un modèle. Seulement, évidemment, ça ne vous donne pas beaucoup le loisir de réfléchir sur les événements contemporains. C'est-à-dire que si toute l'histoire de la peinture se résume à faire des variations sur des modèles intangibles, on risque de ne pas déboucher sur une contemporanéité très séduisante et très attractive. Alors, quelqu'un comme Yue Minjun, dont j'ai déjà montré tout à l'heure la variation sur le déjeuner sur l'herbe, c'est l'homme qui a fait l'inverse de Van Gogh. Il est allé regarder dans le monde occidental des choses qui lui permettraient de parler de ce qui se passait en Chine. Alors, vous savez, en Chine, il y a eu il y a quelques années un tout petit problème autour d'une place qui s'appelait Tiananmen. On a vu quelques personnes sur la place, on n'a jamais vu ce qui leur était arrivé après. Et d'une certaine façon, Yue Minjun voudrait donner à voir ce qui leur est arrivé après. Alors il a regardé l'exécution de l'empereur Maximilien par Manet. Maximilien, vous savez, c'était le frère de François-Joseph que Napoléon III avait envoyé au Mexique pour essayer de s'y tailler un empire pendant que les États-Unis étaient perdus dans la guerre de sécession. Et vous voyez, partant de là, partant de Manet, on est arrivé à ça chez Yue Minjun, qui est tellement drôle et totalement, radicalement bouleversant. Et en plus, on voit bien que Yue Minjun s'était dit, mais au fond, ce que j'ai regardé chez Manet, c'est ce que lui avait regardé chez Goya, le 13 de Mayo. Donc vous avez une sorte de continuité absolument extraordinaire entre Goya, le 13 de Mayo, Manet, l'exécution de l'empereur Maximilien au Mexique, et puis Yue Minjun et quelque chose. On a soigneusement enlevé les fusils. Les personnages se tordent de rire, et pas de douleur, bien sûr. Mais ça n'empêche qu'en allant chercher Manet et Goya, vous arrivez à dire des choses qu'il n'était pas possible de dire dans la contrainte de la représentation telle qu'elle est esthétiquement et politiquement en Chine. Et quand le tableau de Yue Minjun est repris par un grand photographe hongkongais qui s'appelle Tim Wong, dans sa revue Baccarat, ça vous renvoie et au statut des enfants féminins dans la société chinoise et au problème de comment l'ex-colonie est en train de gérer une intégration plus que difficile dans le continent chinois lui-même. Donc, première exigence de mobilité et d'innovation, c'est le bouleversement des cartes, le chambardement de la vision du monde, de l'image du monde. Deuxième chose, je crois que c'est la contrainte environnementale. On ne peut pas y échapper. Vous avez devant vous le stade olympique de Séoul, somptueusement décoré pour une fête post-Jeux olympiques. Somptueusement décoré jusqu'au moment où vous vous approchez et où vous voyez effectivement le travail de ce personnage, de cet artiste chinois, coréen un peu étonnant, qui s'appelle Choi Jeong-hwa. Et Choi Jeong-hwa, vous n'êtes pas obligé d'aimer ça. Je vous ai dit qu'on suspendait le jugement esthétique. Mais ce que Choi Jeong-hwa vous dit, l'innovation, ça a à voir avec la contrainte environnementale, c'est-à-dire cette idée qu'on ne pourra plus simplement utiliser et jeter. Nous sommes entrés dans la sphère de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens de réutiliser le plus longtemps possible, de manière à ne pas polluer. Et vous voyez, cette image, j'aime beaucoup ça, parce que, vu de loin comme ça, on se dit, tiens, ils avaient vraiment sorti les guirlandes et tout le machin pour célébrer. Et quand vous vous approchez, en fait, ce ne sont effectivement que. Et puis, dernière chose, je crois que vous aurez l'occasion d'en reparler, c'est la contrainte technologique, c'est-à-dire, évidemment, l'irruption du numérique. Vous avez ici le portrait du plus grand peintre anglais vivant depuis la mort de Lucian Freud, David Hockney, qui a longtemps été le peintre des piscines californiennes et du Swing in London et qui continue à être aujourd'hui un peintre extraordinairement regardé. Sa dernière grande rétrospective a fait courir les foules. Elle n'est pas venue à Paris, elle a commencé à Londres, à la Tate Modern, elle est ensuite allée au Guggenheim à Bilbao et puis elle est passée ensuite au Ludwig à Cologne. Mais
dans cette exposition, il y avait des choses absolument extraordinaires. Il y avait 3 salles. Hockney a longtemps vécu en Californie, il a maintenant 77 ans, il est retourné dans le Yorkshire de son enfance. On revient toujours à son enfance à la fin. Et dans une salle, dans 3 salles, il y avait le coin d'un bois près de sa maison dans le Yorkshire, un coin de bois, que sur les 4 murs de la première salle, il avait représenté en peinture aux 4 saisons. Dans les 4 murs de la deuxième salle, il les avait représentés aux 4 saisons en vidéo. Et sur les 4 murs de la troisième salle, il les avait représentés dans les 4 saisons à l'iPad. Car ça a été sa grande découverte récente, qu'il immortalise ici. On pense que la technologie nouvelle est en train de supprimer la main. Je n'en suis pas si sûr. Si vous regardez autour de vous, beaucoup de choses sont en train de s'ouvrir et de s'offrir. Vous voyez, je pense que Philippe Gabillet vous redira la même chose cet après-midi. Ce qui est extraordinaire chez cet homme de 77 ans, c'est sa capacité à renverser ce que tout le monde voit comme un obstacle en une opportunité. Dans tout dessin d'obstacle est contenu un dessin d'opportunité qui suppose, pour être révélé, un déplacement de l'axe de lecture. Et le leader, c'est ça. Le leader, c'est quelqu'un qui dit à ses collaborateurs, vous voyez un obstacle, là. Vous allez voir, on va changer d'axe de lecture, et ça s'appelle une anamorphose, ce même dessin d'obstacle va libérer, à cause de l'effort de changement d'axe de lecture que nous aurons fait, il va libérer une dimension d'opportunité qu'il contient. C'est ça, l'innovation. Et alors c'est merveilleux parce qu'il avait commencé avec un logiciel à travailler à l'iPhone. Et quand l'iPad est arrivé, il a été encore plus séduit parce que ça lui a permis évidemment de ensuite passer à une imprimante et à partir de l'imprimante, évidemment, produire de la grande dimension à partir de l'iPad. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette image en haut à droite où on voit son visage avec sa casquette traditionnelle qui se reflète dans l'iPad sur lequel il travaille. Et puis sur l'iPad, cette chose du langage babyish, du langage de bébé, parce qu'à 70 ans, il réapprend à peindre ou il réapprend à produire des images avec un support différent, mais qui le fascine par sa nouveauté, par les possibilités que lui offre. Me draw on iPad. Moi, dessiner sur iPad. Et ça donne quand même des choses comme ça sur lesquelles je vous abandonnerai en vous remerciant de votre attention.